Sailor Moon a protégé 60 000 chibres, et c'est grâce au gouvernement japonais. En 2016, lors d'une campagne de prévention contre les maladies vénériennes, ils ont distribué des capotes roses à son effigie avec écrit « Si t'esquives ton dépistage, je te punirai !» Ça peut sembler très bizarre, mais ça n'a rien de choquant pour 3 raisons. D'abord, c'est cohérent avec les thèmes du manga, l'adolescence et ses conséquences, ce qui explique aussi ces serviettes hygiéniques dont le niveau d'absorption dépend de la puissance de la guerrière imprimée dessus. Ensuite, Sailor Moon a fait largement plus bizarre, son merch ayant rapporté 5 milliards en presque 30 ans, soit presque le triple de celui de One Piece. Et pour ça, tout y est passé, des cosplays, même pour les chats, des glosses ou même des sets pour toilettes. Ça ressemble à du fake, mais non, c'était une exclusivité japonaise pour fêter les 25 ans. Enfin, tout ça, c'est très loin des goodies d'animé les plus dégénérés qui existent. Allez, un exemple concret. J'espère que vous avez vos sacs à vomi. Beaucoup de séries vendent des cosmétiques, comme des gels ou des parfums. Et puis arrive Tamatoys. Mignon leur nom, hein, leurs produits le sont un peu moins. Odeur de pied de lycéenne. Leur catalogue, c'est full dingues. Si vous aviez un jour rêvé de copuler avec une entité cosmique, c'est possible. Sauf que ce ne sont pas des produits dérivés, ça. C'est plutôt des jouets pour adultes marketés avec une esthétique d'animé. Et ils sont loin d'être les seuls à le faire. Ah, mais les produits officiels existent aussi, pour des mangas plus 18. Sur du plus classique, pas trop. Enfin, pas légalement. Ou presque en tout cas, puisqu'il y a des jouets Gundam pour ce Ril le robot, et une zone grise dont on reparlera après. Mais je vous entends déjà râler. Ouais, c'est bon la police de la morale, à chaque vidéo, on a le droit de s'amuser un peu entre adultes consentants, non? Ah mais on est d'accord, hein. Là où ça devient vraiment dégène, c'est sur des gamines. Beaucoup de gamines. Et ça, c'est depuis la toute première poupée inspirée d'animé qui représente une gosse de 11 ans. Et rupture de stock, les ventes sont multipliées par 20. On pourrait se contenter de laver nos yeux à la javel et de tout cramer, mais entre deux rinçages, on s'est posé une question. Comment ça a pu à ce point partir en couille? Derrière l'industrie du merch, c'est pas des fous furieux, mais des commerciaux, en partie soutenus par le gouvernement avec une stratégie très simple, le Cool Japan. C'est le nom donné à l'influence culturelle nippone ou le soft power. Ça consiste en gros à exporter leurs points forts, gastronomie, technologie ou encore jouets. Ça fait plus d'un siècle qu'ils s'y spécialisent, détenant pendant un temps la 2e place mondiale avec des hits comme Hello Kitty. Et puis les politiques perçoivent le potentiel démesuré d'une contre-culture, les mangas. Pour les récupérer dans leur soft power, ils vont les assagir et les rendre mainstream. Mais alors, pourquoi on voit régulièrement passer ce genre de truc? Un parapluie floqué d'une meuf d'animé, oui, bon, c'est kitsch, mais je vois pas le problème. À l'intérieur, c'est une culotte à mater sous la pluie. Ça, c'est le Crazy Japan, une partie de la culture japonaise qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Par contre, en vous montrant des trucs comme ce papier toilette qui vous lèche le fion, on va sans doute se faire démonétiser, donc on compte sur vous pour nous donner plein de force. Et pour payer les équipes, on a fait appel au sponsor préféré de nos Weebossures, Arknight, qui vient tout juste de sortir sur PlayStation 5, PC et mobile. RPG stratégique en temps réel, avec de vraies mécaniques d'exploration et de construction de base, il nous catapulte sur Talos 2, avec la charge d'Administrator. Notre mission, explorer, la terraformer pour la rendre habitable pour défendre l'humanité. Pour ça, la clé sera d'automatiser vos usines. Plus vos lignes de production seront efficaces, plus elles vous fourniront de ressources, d'objets et d'équipements puissants. 24 personnages sont actuellement jouables, avec des classes, des capacités et des styles uniques, à synergiser en équipe de 4 opérateurs. Les combats sont profonds, avec 2 mécaniques essentielles. Les statuts physiques, qui contrôlent vos adversaires à base de projection et soulèvement, puis accumulent des charges pour infliger de gros dégâts, et les réactions artistiques qui infligent des effets élémentaires, chaleur, électrique, glace et nature. En les mélangeant, vous déclencherez plein d'effets à expérimenter vous-même. Pour découvrir Arknight Enfield dès maintenant, passez par le lien en description et profitez du bonus de lancement. 135 tirages gratuits, un opérateur 6 étoiles, une arme 6 étoiles et 2 coffres contenant des armes 6 étoiles. De quoi bien commencer la colonisation de Talos 2 pour la gloire de l'humanité. Bon, maintenant que l'équipe a de quoi payer son loyer, si on parlait plutôt des japonais qui baisent leur tapis de souris. Ça fait partie des phrases que je ne pensais pas dire un jour, et pourtant on en a vu pendant nos recherches. Bien sûr, ils n'utilisent pas n'importe quel tapis de souris, mais plutôt des produits dérivés bien dégènes que vous avez sans doute déjà vus en convention, les fameux tapis de souris en 3D. Leur particularité, c'est une poche de gel faite pour amortir le poignet, qui est sculptée en forme de bzèze ou de gros fiac, et ça rebondit bien. Encore mieux si on reprend les versions premium, qui reproduisent les formes à taille réelle. Et là, ça, c'est du merch 100% officiel. Par contre, ça vient d'un jeu vidéo.
Ce sont eux qui ont été les premiers à populariser ces tapis de souris au Japon en 2007, avant qu'ils ne deviennent viral chez nous, grâce en grande partie à Overwatch. Ouais bah comme d'hab, X-Paris collectionne les communes des jeunes. Qui est surpris? Je vais péter mon crâne. Tu vois pas que c'est ironique? Ce genre de merch, c'est le type de truc qu'on s'offre entre potes pour vanner. Après, oui, certains en achètent réellement au premier degré et les utilisent au quotidien. Selon eux, le relief soutiendrait le poignet et réduirait la fatigue. Alors l'excuse peut tenir la route, mais en vérité ça prévoit surtout l'apparition de maladies de type canal carpien, qui pour le coup existent vraiment. Pour éviter les blessures au poignet, le mieux c'est quand même de garder ce dernier à la verticale, d'où le design des nouvelles souris ergonomiques qui sortent en ce moment. Et de toute façon, quand bien même ces tapis auraient des effets vraiment positifs, la majorité d'entre eux ne seraient pas aux normes. Si pas mal de licences vendent du merch, voire en distribuent des exclusifs aux événements, l'écrasante majorité, y compris et surtout les plus dégénérés, ce sont des bootlegs. Souvent moches et de mauvaise qualité, ces produits illégaux sont ce qu'internet fait de plus bizarre, comme ces cintres animés pour accrocher votre chemise sur RN, ou ces porte-clés Jutsu Kaisen, ça a été beaucoup repartagé en 2021 comme des officiels faisant le buzz au Japon, alors que pas du tout. Des horreurs, on en a vu beaucoup. Des figurines, des chargeurs, des protections pour poignées de porte, des tabliers, des tonnes de fringues immondes, dont des caleçons ou des fausses culottes sales. On pourrait se contenter d'en rire, mais ça fait mal à vos licences favorites. Le merch, c'est 60% de leurs revenus. N'oubliez jamais que même les animés les plus ambitieux sont des pubs géantes. Et puis, ça nique leur image en les faisant passer pour des dégènes. Donc, les éditeurs devraient les traquer. Et pourtant, ils conservent une certaine tolérance. Avec les doujins, par exemple. Vous connaissez la version adulte, mais il en existe beaucoup de softs, vendus en convention, aux côtés de stickers, porte-clés, bijoux, illustrations ou stands en acrylique. Ces derniers sont basiquement des figurines, mais en 2D, avec parfois plusieurs plans ou des lumières pour un visuel très cool et parfois problématique. C'est un bon exemple des goodies imaginés par les fans que l'industrie s'est réappropriée pour en vendre des officiels. Voilà pourquoi les éditeurs laissent vivre cet écosystème parallèle. Pour faire parler de leur licence et s'approprier les meilleures idées, comme ils l'ont déjà fait pour les coussins à étreindre, traduction littérale des Dakimakura. Laissez-moi deviner, vous allez vous moquer des japonais qui se marient avec, comme toute la presse française normie? Prévisible. Pas du tout, pourtant on pourrait, mais on va d'abord remettre du contexte. La laiterie, c'est une catégorie de merchandising qui se vend très bien. S'il existe quelques trucs un peu bizarres, notamment côté Pokémon, l'écrasante majorité sont de simples imprimés, à l'image de ces têtes d'oreiller, avec dessus un personnage, parfois réel, mais souvent fictif. Elles sont plutôt populaires car beaucoup trouvent ça confortable et apprécient d'avoir quelque chose à serrer dans leurs bras pour se réconforter. Et soyons honnêtes, il y a absolument rien de mal à ça. D'autant plus qu'en Asie, c'est culturel. Ça fait déjà plusieurs siècles qu'ils font des coussins géants, avec certains qui en profitaient pour joyeusement se X-Paris le boy. L'idée d'y imprimer un personnage d'animé, par contre, elle est récente, et vient d'ailleurs des fans. C'est difficile de savoir qui ou quand, mais déjà à début 80, on en retrouvait représentés dans des animés. Depuis, ils sont à l'origine de chaque avancée technologique, comme cet oreiller Girls and Thunder qu'on peut déshabiller, ou celui avec des bras pour être plus réconfortant, ou lui avec des jambes pour Mais pourquoi c'est encore des cabines dessus? Vous vous en doutiez, ça a viré en accessoires pour adultes, avec des versions qui reproduisent la forme complète d'un corps humain, ou d'autres avec un oreiller d'air, c'est moins confortable mais pratique pour sculpter des orifices. Ouais, ce genre-là, ouais. Et c'est pas fini. Si on les faisait parler, dites bonjour à Ita Supo. Doublée par une voix venue de Classroom of the Elite, si vous la serrez trop fort, elle vous insulte. Si vous la tripotez, elle queen. J'ai envie de crever. À l'origine du projet, il y a un mec, un ancien chercheur qui a organisé un financement participatif. 500 000 yens réclamés, 3,7 millions récoltés. Passé le buzz du lancement, ça flop, et 2 ans plus tard, endetté à hauteur de 50 millions, la boîte ferme. Rassurez-vous, le concept a été repris, notamment avec l'IA. Mais avant de disparaître, ils ont tenté une collab avec ce mangaka hyper connu. Ça me dit rien du tout, vous êtes sûr qu'il est connu ce mec-là? Ouais, il a même un surnom au Japon, le roi du lolicon. Et c'est un des pionniers du genre, évidemment. On a vu des trucs, vous avez pas idée. Et là encore, il y a un gros problème de bootlegs, avec par exemple Poppy de League of Legends. Ouais, mais attends, comment ça, Poppy de League of Legends? Oh putain, c'est quoi cette merde? Ah mon dieu! Oh pitié! Oh non, gérez-moi ça!
Vous l'aurez compris, les Dakimakura sont parfois employés pour des activités pas très catholiques et sachez que certains fabricants s'en plaignent. Car oui, contrairement aux poupées pour adultes, là, il y en a quand même souvent qui sont des officiels. Celle qui est citée le plus souvent en ligne mesure 7 mètres de long et représente une créature mythologique tirée d'une comédie romantique où le héros date des monstres. Cette édition limitée a été vendue pour 700 € lors d'un événement et a vu tous ses stocks écoulés en moins d'une heure. Les premiers à avoir osé en fabriquer, c'était en 95 pour la promotion d'un jeu vidéo. C'est ensuite repris par Konami, l'éditeur derrière Metal Gear Solid, Castlevania ou Yu-Gi-Oh! Ce n'est que 2 ans plus tard qu'un produit officiel de manga apparaît. N'allez pas imaginer que ça a été un succès immédiat. Début 2000, un ancien éditeur du prestigieux magazine a tenté de convaincre des investisseurs dans une émission TV. C'est une humiliation publique, se finissant sur l'affirmation « Il est impossible de travailler avec des otaku ». C'est le point essentiel. Les fans d'animation au Japon sont mal vus par le grand public et donc par les investisseurs. Du coup, on en revient à notre question. Comment ça a pu partir en couille ? Quel marketeur a commencé à valider des idées de dégénérés ? Kadokawa, un groupe gigantesque qui touche à tout, du jeu vidéo aux animés, Mushoku Tensei, Oshinoko, Ranking of King, la liste est longue, et l'une des clés de leur succès, c'est leur stratégie éditoriale. Pour faire simple, au début, les produits dérivés ciblaient les gosses. Normal, on va pas vendre des jouets de bébés aux adultes. Là-dessus, Kadokawa arrive et dit « Si, nous on va le faire ». Il façonne une stratégie complexe, mêlant différents médias, avec beaucoup de merchandising. Et ça fonctionne. Sauf que, courant 80, ils comprennent que les normies, c'est chouette, mais ça ne dépense pas tant que ça. Par contre, vous savez qui est prêt à claquer un mois de salaire dans des bouts de plastique peint ? Les joueurs de Warhammer ? Alors oui, j'accepte la balle, mais surtout, les otaku. Ils repensent donc toute leur stratégie pour les cibler, et ça casse tout. Depuis, les éditeurs les imitent et s'approprient leur contre-culture, comme le Hitacha. Un gros délire de fans de bagnoles et d'animés. Ça aurait pu rester super niche, mais en 2008, l'un des principaux fabricants de figurines décide non seulement de créer sa propre écurie, mais aussi d'organiser des courses. Et ils ont continué depuis avec le Hatsune Miku GT Project, ouvert aux amateurs pour encourager la créativité. Donc, si j'ai bien compris, tout est de la faute de Kadokawa ? En fait non, parce que leur strat n'aurait jamais pris le tournant qu'on lui connaît sans une autre révolution, qui est à chercher du côté des figurines. On vous a déjà parlé sur cette chaîne de cet animé d'énormes dégènes incestueux qu'est Oreimo. Eux ont sorti une figurine de 72 cm, avec pour principal argument de vente une poitrine en silicone qui rebondit. Ce type de merch est ultra rentable et du coup concurrentiel. Et si certains misent sur les produits quali ou uniques, comme ces modèles à taille réelle en édition très limitée, beaucoup parient sur le cul. Ça a donné les cast-off, des figurines à déshabiller, la majorité se contente de poses et tenues aguicheuses. Quelle que soit votre licence favorite, vous trouverez votre waifu exposant ses arguments pour le plaisir de vos yeux. Même Freddy Krueger y a eu le droit. Bien sûr, beaucoup de gamines. Et puis ce truc d'un manga où le mec transformé en klebs se tape une meuf zoophile. Le niveau de détail pour une merde pareille, je suis au sol vraiment hein. Sauf que ça, eh bien, c'est plutôt minoritaire. Une créatrice anglophone a recensé les figurines sorties ces dernières années et en a dressé un tableau complet. Premier constat, rares sont les figurines sexy à bien se vendre. C'est davantage les fétichisations acceptables, mais aussi le mignon et le classe qui tiennent le haut du marché. Et les personnages masculins sont quand même peu nombreux. Deuxième constat, les licences les plus populaires sont en retrait, largement dépassées par des communautés un peu niches, mais très dépensières, comme Fate, Re:Zero ou les Monogatari. Troisième constat, les figurines originales et Hatsune Miku dépassent tout le monde, et ce, tous les ans. C'est vachement contre-intuitif quand même. Enfin, je veux dire, quand je vais dans les boutiques, c'est One Piece et Demon Slayer partout, pas vos trucs. Sauf que ce n'est pas ça qui devrait vous choquer, parce qu'en vérité, la mode actuelle est relativement récente et a bien failli ne jamais exister. Après la guerre, la fabrication de jouets est l'une des premières industries japonaises à redémarrer, en s'inscrivant très vite dans le Cool Japan. Parmi tous les constructeurs, un se démarque plus que les autres, Bandai et ses modèles réduits d'avions américains. Quelques décennies plus tard, il remarque l'émergence des Garage Kits, en gros des figurines à assembler soi-même, fabriquées et vendues par les fans. Ils comprennent donc qu'il y a un gros marché à prendre et développent 3 thèmes. Les kaiju, grosso modo les monstres à la Godzilla, les mechas avec en figure de proue Gundam et les vaisseaux spatiaux. Les humains sont déjà représentés mais sont minoritaires et n'intéressent pas grand monde. Puis d'un coup fin 90, des filles mignonnes, souvent déshabillées, partout. Tout cela à cause d'une seule figurine. Hideaki Anno est brisé. Il a mis toute son âme dans Nadia et le secret de l'eau bleue. Il en a fait un chef-d'œuvre que le comité de production lui arrache pour pondre des fillers merdiques et un film très médiocre. Anno envisage très sérieusement d'en finir, mais ses proches, pour qu'il soit constamment entouré, le persuadent de s'installer dans les locaux de son studio d'animation, Gainax.
4 ans s'écoulent ainsi, 4 ans de dépression qui s'achèvent par quelques notes de musique dorénavant inoubliables. Evangelion est l'un des animés les plus influents de tous les temps. Il a redéfini beaucoup de codes, notamment sur le merchandising. Pour ne plus jamais revivre le drame de Nadia, Anno a conservé les droits de son nouveau bébé. Ça veut dire plus de risques pour Gainax, mais aussi en cas de succès, beaucoup plus de thunes, et du succès, ça tombe bien, ils en ont eu. Se pose donc la question des goodies. Evangelion a 3 grands aspects. L'introspection psychologique, qui est invendable, les tranches de vie, qui irait acheter ça, et les combats de mecha. C'est sur ce dernier point qu'ils vont tout miser, jusqu'à ce qu'ils sortent une gamme mêlant robots et humains. Et là, à la surprise générale, la figurine qui dépasse toutes les autres, c'est celle d'une des pilotes, Rei Ayanami. Étant composée d'énormes otaku, Gainax comprend immédiatement ce qui se joue, et fait un virage à 180 degrés vers les figurines de meufs mignonnes. Cette strate aberrante sur le papier a été la décision de leur vie. Si tous les personnages ne rencontrent pas le succès, typiquement le héros dont tout le monde se branle, Rei devient la premium girl. Imprimez-la sur toaster, un pot de peinture ou des tortillas et ça se vend. En 30 ans, Evangelion produit ainsi plus de 4000 produits dérivés. Chips, calculatrices, parapluies, skateboard, club de golf, humidificateur d'air, matériel de camping, détergent pour draps, et je pourrais encore continuer longtemps. Ils ont vraiment fait des cosplays de quilles. Mais c'est n'importe quoi. Et ça va propulser Evangelion au stade d'empire à 12 milliards de dollars, mais avec un lourd tribut à payer. Revenons à Rei. Anno l'a décrit comme une coquille vide remplaçable dont l'existence est éphémère. Il ne s'attendait donc pas à ce qu'autant de spectateurs s'attachent à elle, sauf que la communauté otaku quoi. Selon cet article de recherche, beaucoup, comme Anno d'ailleurs, sont des adultes brisés qui cherchent à renouer avec leur innocence et la quiétude de leur enfance. Certains développent donc un instinct protecteur envers les plus vulnérables, à l'image de Rei. Les mecs de Gainax le comprennent et sortent donc des jeux vidéo, dont Nintendog mais avec une gamine de 14 ans. Selon comment on s'occupe d'elle, elle va grandir en toutes sortes d'adultes différents, dont votre épouse. Et ça, l'article en parle aussi. Parfois, le besoin de protection se mue en désir de possession, de contrôle d'un être plus faible pour se sentir puissant. Et le stade final en est une déviance dangereuse, le lolicon. On voit régulièrement une partie d'entre vous défendre cette exception culturelle japonaise. Bon, déjà, là-bas aussi, moins de 16 ans, c'est totalement illégal. Et même sans ça, contraindre un enfant à réaliser les désirs égoïstes d'un adulte, c'est immonde et indéfendable. Ceci étant, vous vous arrangez comme vous le voulez avec votre reflet dans le miroir. Oui bon, après on n'est pas tous des gènes dans les coms, hein. S'il vous plaît, respectez-nous. On en reparlera quand vous arrêterez les takes désastreuses. Bref, les fantasmes lolicon dans l'industrie du merch, ça découle du choix d'Evangelion d'all-in sur les figurines de Rei, suivies par les autres pilotes, elles aussi mineures. Ce qui va de pair avec un autre énorme problème, la marchandisation des personnages passe avant leur caractérisation narrative. Dans l'animé, Rei est distante, froide, passive. Dans le marketing, elle vend du rouge à lèvres. Et bien sûr, elle n'est pas la seule concernée. Le père du héros, un sombre connard qui fait toujours la gueule, se retrouve à être le mec le plus heureux du monde lorsqu'il se rase. C'est une collab avec une marque et des comme ça, il y en a eu beaucoup. Entre les gaufres Godzilla, Hello Kitty, des pinces à poisson, des lunettes, des gouttes pour les yeux ou une marque de café, cette dernière était présente dans l'anime, donc c'est peut-être la plus logique, même si ils en ont fait des Dakimakura. Ça par contre, je l'explique vraiment pas. La dernière en date, c'était pour McDonald's. La pub était tellement surréaliste qu'on a vérifié plusieurs fois que c'était pas un fake. Et même avec le YouTube officiel, on a toujours des doutes. Mais c'est une dinguerie. Ils ont vraiment refait des bouts d'épisodes et demandé aux acteurs de réenregistrer des dialogues. Ouais, et en vrai, une partie des fans sont plutôt heureux de voir une licence vieille de 30 ans continuer à vivre à travers des événements communautaires, expositions, animations, groupes sportifs, des cafés ou restaurants. Et encore récemment, il y avait même un train officiel au Japon. Ok, donc aucun autre coupable. Evangelion a poussé le merch vers les dégènes parce que c'était eux-mêmes des dégènes. Fin de vidéo. Alors non, ça commençait déjà à germer progressivement et pour le comprendre, on va devoir revenir très loin en arrière. Osamu Tezuka est souvent présenté comme le dieu des mangas, c'est oublier qu'il est aussi celui des animés. Dès 62, il lance son propre studio et débute la production d'Astro Boy. Et déjà là, il y a un énorme problème, son prix. Les chaînes télé sont prêtes à payer 500 000 yens par épisode, qui coûte 5 fois plus à produire. Et encore, Tezuka a fait des économies massives sur les techniques d'animation, en multipliant les plans fixes et les astuces de schlag. Par exemple, Astro Boy lève les bras, on fait défiler le ciel derrière et hop, il vole. Ça porte un nom, l'animation limitée. Ça aurait ramené la charge de
travail à seulement 10% des techniques classiques. Une vraie révolution qui définit encore les standards actuels d'ailleurs. Mais ça a un avantage inattendu, l'immobilité dynamique. Ces poses fixes qui donnent l'illusion du mouvement sont iconiques et absolument parfaites pour faire des jouets. En cela, Tezuka ne fait qu'imiter Walt Disney. Et il va lui piquer une autre idée, les placements de produits. Il s'associe alors à des bonbons au chocolat, qui donnent naissance à des premiers produits dérivés d'Astro Boy, des stickers distribués avec chaque paquet de bonbons. Ça fait rentrer beaucoup d'argent, mais en plus, les gamins les collent partout, motivant ainsi les autres à harceler leurs parents, et c'est ainsi qu'Astro Boy devient culte. Les autres studios se mettent alors à les copier, et condamnent ainsi les animés à dépendre de leurs sponsors et des goodies. À partir de là, la pente était irrémédiable, que ce soit la marchandisation des personnages, les fans des gènes et bien sûr les collabs what the fuck. Parce que oui, il y aurait de quoi faire une vidéo complète entre les produits ménagers d'Attaque des Titans, les pizzas Hatsune Miku ou Luffy qui fait la promotion de Indeed. On pourrait en rire ou le dénoncer, mais la réalité, et vous l'aurez compris, c'est que sans cette matérialité de nos personnages de fiction, sans leur omniprésence médiatique, les animés n'auraient sans doute jamais percé. Et c'est un constat qui vaut pour tous les loisirs, que ce soit la musique, les séries télé, ou même nous sur YouTube. On peut le regretter, mais tant que notre société sera ainsi faite, vos créateurs auront besoin de mécènes et devront parfois se plier à leurs désirs les plus sombres.